On vend vraiment un savoir-faire et un produit spécifique régional. On travaille surtout la qualité, la spécificité et le patrimoine, plus que de vouloir faire des milliers de tonnes. L'intérêt que ça soit fait de façon artisanale, c'est que voilà, on prend le temps de bien faire les produits, et ça, pour le macaron, pour la bergamote et le chocolat, c'est important. C'est une ligne de conduite qu'on essaye de tenir et qu'on tient, parce que ça fait partie du cœur et des valeurs de l'artisanat. De défendre cette qualité de matière première et cette qualité de fabrication et de savoir-faire. Qui ont préalablement acheté les petites boîtes, la petite boîte, et puis qui versent les bergamotes dans la boîte en fer. Particulièrement, donc la bergamote de Nancy est arrivée sur Nancy parce que on a sur Nancy un duc de Lorraine qui s'appelait Stanislas et qui était très gourmand. Et c'est son chef, justement pâtissier, qui travaillait beaucoup l'essence de bergamote. Et donc il faisait des sucres d'orge, qui a eu l'idée de transformer cette bergamote là qui était utilisée en sucre d'orge en bonbons carrés. Et c'est lui qui a donné la forme définitive à la bergamote. Et après, ça a été comme une traînée de poudre. La transmission de ce secret, elle se fait par voie orale. Rien n'est écrit et vous achetez le fonds de commerce et seulement on vous emmène après au laboratoire pour fabriquer la recette. Elle se transmet, ce secret de fabrication, de la main à la main. Les étapes de fabrication, c'est important de les respecter. Il y a de l'eau, du sucre, bien sûr, qu'on fait mijoter et qu'on fait monter. C'est un sucre cuit. C'est une cuisson qui est dite au grand cassé, qu'on va arrêter à 150 degrés pour que votre bonbon, justement, sous la dent, il se casse facilement. Plus vous le montrez en température, ce sucre, le sucre refroidi sera dur sous la dent. Ça permet qu'il y ait juste une simple pression sur la dent et votre bonbon se casse donc. Après, on retire le sucre cuit et on ajoute l'essence de bergamote, donc toujours en fin de cuisson, qu'on va faire infuser délicatement parce que l'essence de bergamote est très volatile. Donc il faut vraiment mélanger délicatement et progressivement. Le sucre, on va l'étaler sur une table chauffante. C'est une table qui permet au sucre de refroidir, mais de manière très progressive. Ici, tu le remets trop par-dessus. Et puis après, on va découper des petits pâtons de sucre
qui vont être à une température d'environ 60 à 70 degrés pour que ces petits pâtons passent dans le cylindre qui va donner la forme définitive à la bergamote. Cette forme carrée. Une fois que vous avez passé tout ce sucre, donc les bergamotes, vous les faites refroidir sur un marbre. Ça, c'est important pour le sucre, pour que ça soit bien. Mais il faut que ce soit aussi fait de manière assez rapide. Il faut que la bergamote soit rapidement mise à l'abri de l'humidité. Avant de la mettre en conditionnement, on le secoue dans un tamis pour enlever toutes les petites aspérités autour du bonbon. Et après, on le met dans un seau parfaitement hermétique en attendant de l'emballer individuellement. Il faut que votre bergamote soit emballée individuellement. Le savoir-faire artisanal, il se transmet de la main à la main. Le savoir-faire humain, c'est un vrai capital. La sensibilité humaine dans l'artisanat, il est quand même déterminant. Le robot, c'est encore pas pour demain dans nos métiers. La concurrence, qu'elle est essentiellement sur le marché du bonbon. Mais nous, on a quand même un bonbon qui sort de l'ordinaire. C'est vraiment un parfum qui est jamais vu. Alors, c'est vraiment un parfum qui est spécifique. À l'origine, c'est un greffon de citronnier sur un oranger amer, donc c'est très agrume. C'est vraiment un bonbon qui a aussi des propriétés un peu antiseptiques qui permet d'adoucir la toux. Alors attention, c'est pas un médicament, ça reste un bonbon. La difficulté aussi dans la transmission, c'est de savoir comment, à quel moment et dans quelles conditions transmettre l'entreprise. J'ai mon fils qui vient me donner un coup de main pour voir si, dans l'avenir, prendre la succession. Il n'y a pas de secret. Pour faire des bons produits, il faut faire les choses bien. Il faut prendre le temps de faire bien les choses. Et c'est ce que chez Fouquier, on essaye de faire vraiment.
Dans ce métier, le plus important, c'est la rigueur. C'est être très attentionné, c'est le geste. Chaque geste compte. On apprend vraiment à former à chaque petit geste. Je suis rentré à l'âge de 20 ans chez Fouquet. J'étais d'abord jeune ouvrier et ensuite j'ai gravi les échelons petit à petit pour être aujourd'hui chef chocolatier. J'ai choisi ce métier tout simplement parce que mon père est chocolatier et j'ai baigné dans le chocolat toute ma vie, toute mon enfance et j'étais passionné par ça et quand j'ai eu l'âge de 15 ans, j'ai commencé à travailler avec lui en apprentissage pour faire ce beau métier qui est aujourd'hui une vraie passion. Je suis la 5e génération de la maison Fouquet. Je suis rentrée dans la société il y a 25 ans. Je suis tombée dans le chocolat très petite parce que évidemment j'ai été élevée par des chocolatiers. J'ai toujours été présente pour aider dans la chocolaterie, donc même quand j'étais petite et en vacances, je venais pour ranger des chocolats, pour faire des boîtes, donc j'ai toujours été entourée par ce milieu. Depuis toute petite, en fait, même inconsciemment, je pense que j'étais destinée à travailler chez Fouquet. Aujourd'hui encore, nous fabriquons de la même façon que dans les années 30, 40, 50, avec des recettes toujours améliorées. Nous nous adaptons à la demande du client, mais toujours en gardant ces méthodes traditionnelles artisanales des années précédentes. La main-d'œuvre, la technique est très importante, mais il y a aussi la matière première, telle que là, on a fait un praliné avec des noisettes du Piémont. Nous, on sélectionne les noisettes du Piémont tout simplement parce que ce sont les meilleures pour faire du praliné. Elles ont une belle taille, elles sont très bonnes. On a aussi une très belle qualité d'amandes, des amandes qui viennent d'Espagne. On y tient beaucoup parce que c'est aussi des amandes qui sont très bien récoltées, et ça, on y est très sensible chez Fouquet. Donc on a cuit un praliné en bassine de cuivre, jusqu'à ce que les noisettes soient caramélisées, on a fait un mélange à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on a cuit les noisettes et le sucre ensemble jusqu'à caramélisation et jusqu'à ce que les noisettes donnent leur goût au sucre et vice versa pour qu'on ait un mélange vraiment homogène. Ensuite, le lendemain, on va broyer le praliné, on va le broyer au stéphane, c'est-à-dire qu'on va le mixer avec du chocolat pour obtenir un premier grain. Ce premier grain, on va le laisser reposer un petit peu. Ensuite, on va le passer à la broyeuse. Cette broyeuse, on va l'affiner 3 fois. C'est-à-dire que 3 fois, on va d'abord écarter les rouleaux assez largement, après un peu moins, et après vraiment très finement, pour avoir le grain que l'on souhaite dans notre praliné.
Une fois cette étape faite, on va laisser le praliné reposer encore une nuit. Le lendemain encore, on va le réaffiner une deuxième fois, une dernière fois, pour obtenir le dernier grain, le dernier jet. Et ensuite, cette pâte que l'on a obtenue, on va pouvoir l'étaler au rouleau, l'étaler dans des cadres, de façon à pouvoir ensuite les découper à la guitare. Cette guitare va nous permettre de découper en forme carrée nos chocolats. Une fois découpés en cette forme carrée, on peut ensuite les enrober. C'est des vieilles machines, on utilise des machines qui ont plus de 50 ans et qui vont passer, on va pouvoir passer les chocolats sous un rideau de chocolat, ensuite les décorer selon ce qu'on veut, chaque chocolat a son décor pour qu'on puisse les différencier. Et ensuite, une fois que les chocolats sont enrobés, décorés, on les laisse reposer à la clim pour qu'ils refroidissent bien. C'est rangé et c'est ensuite emmené en boutique pour pouvoir être vendu dans nos belles boîtes. Il faut beaucoup d'années pour vraiment maîtriser. On parle de 4 ou 5 ans d'expérience pour commencer vraiment à bien maîtriser, pour passer à tous les secteurs, savoir cuire un praliné, savoir faire des pâtes de fruits, être à l'aise à l'enrobage. Donc toutes ces techniques s'acquièrent au fil du temps et c'est avec l'expérience qu'on y arrive. L'artisanat a de beaux jours devant lui, tout simplement parce que il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec des machines. Telles que tremper des caramels dans du sucre cuit, ça ne se fait pas. Les pâtes de fruits qui vont être coulées une par une dans nos petites empreintes, ça ne se fait pas non plus. Le décor à la sortie des enrobeuses, il y aura toujours besoin de l'artisanat et de la main de l'homme pour arriver à faire ces produits, et heureusement, c'est ce qu'on souhaite, on veut pas être remplacé par des machines. J'aimerais beaucoup former des gens en Chine et former au goût Fouquet en Chine, parce qu'on sait très bien qu'en Chine, actuellement, le chocolat n'est pas ultra populaire, et ça serait génial de le rendre populaire et de rendre accessible le chocolat à des gens qui n'ont pas l'habitude d'en manger forcément. Et puis pouvoir aller en Chine et oui, créer des ateliers, ouvrir des boutiques, ça serait un rêve pour nous, c'est certain. Pour les fêtes de Noël ou même dans l'année, nous avons souvent des clients qui viennent acheter les fondants que leurs grands-parents, arrière-grands-parents leur achetaient dans leurs enfances. Ils sont émus de retrouver chez nous, parce que comme nous continuons ces fabrications, ils sont émus de retrouver chez nous des produits qu'ils achetaient, qu'ils avaient goûtés il y a une 50aine d'années. Et nous aimons à continuer, même des produits, même si nous les vendons moins, c'est pour nos clients qui arrivent avec émotion chez nous pour choisir des produits. Chaque personne qui travaille ici a le maquila dans le cœur. Pour le maquila, cette compréhension de qu'est-ce que le maquila est dans la culture basque qui fait qu'on fait bien son métier derrière aussi et qui fait que tous les matins on se lève et on est content d'aller travailler, quoi.
c'était important pour moi de revenir reprendre l'entreprise avec de la passion, avec de l'envie, avec de la motivation et pas par obligation au sens du devoir sacrifier sa vie pour reprendre l'entreprise familiale. Je suis un artisan de l'atelier Insert Bergara depuis une trentaine d'années. En 1992, je suis rentré dans cet atelier. C'était Charles Bergara qui était à la direction. Il a aujourd'hui 96 ans. Je l'avais toujours vu, comme les gens d'ici le voient, être offert à des moments importants dans des mariages, dans des moments où il y a beaucoup de monde qui se rassemble autour d'une famille parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette famille. Et pour marquer l'événement, on fait un maquila. Donc j'avais déjà vu cet objet, il m'avait déjà impressionné et quand j'ai eu l'occasion de pouvoir y travailler dessus et ensuite le fabriquer, c'est je pense ce qui m'a fait le plus grand plaisir. Si j'avais 20 ans aujourd'hui, je n'hésiterais pas à refaire ce métier. Et pour moi, je suis très fier de leur avoir fabriqué. Le maquila, c'était vraiment le bâton de marche du quotidien de tous les Basques, quelle que soit leur profession ou leur position dans la société. On se faisait cet objet du quotidien dont on avait besoin, parce qu'en fait on avait besoin de marcher d'ici au village voisin. Aujourd'hui la marche c'est un loisir, c'est un plaisir ou c'est du sport, mais à l'époque on n'avait pas le choix, on était obligés. Donc on peut faire confiance aussi à nos ancêtres pour s'être organisés, pour se fabriquer cet objet du quotidien. Tous les peuples avaient leur bâton. Nous, on a eu la chance ici au Pays Basque d'avoir une tradition qui est très forte, qui nous a permis de garder cet objet au fur et à mesure, de garder son utilité et aussi de lui donner une fonction symbolique, honorifique. Ce qui est intéressant à l'atelier, c'est qu'on travaille 3 matériaux qui sont différents. Le métal, qui peut être du maillechort, de l'argent ou du laiton. Le bois de néflier et du cuir de chevreau. Pour le travail du bois, c'est le travail qui va prendre le plus de temps puisqu'il va y avoir 10 ans de pousse sur pied. Au bout de 10 ans, quand on estime que la tige est suffisamment grosse, on va venir la scarifier. C'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser une espèce de couteau qui va venir entailler un petit peu l'écorce. Et puis on va laisser cicatriser pendant 6 mois. Donc à l'hiver d'après, on va couper, on va passer au four, écorcer, redresser et ensuite on va les laisser maturer pendant 10 ans dans les greniers. Moi, un des challenges qui va être le nôtre, c'est que le maquila continue d'être un objet du quotidien et continue d'être un objet de la culture et que ce ne soit pas un objet qui devienne un objet qu'on a dans les musées ou qu'on a chez les grands-pères.
Alors d'abord, il y a un travail qui est très difficile dans le bois, qui est du néflier sauvage. Les 10 à 15 années où on garde le bois chez nous, il faut s'en occuper. Il faut essayer de le redresser. Voilà, un certain contact avec le bois et bien le comprendre pour essayer de le mettre droit. Pour le travail du métal, on travaille des plaques de métal qu'on va découper en fonction du bois. On découpe les plaques de métal, on les met en forme, on les brase et ensuite on va les poinçonner avec des dessins, la signature de l'atelier et l'année de fabrication. Quand le pommeau est en métal, on va graver les initiales ou un blason ou toute autre demande qu'il pourrait y avoir. Faire un maquila pour une personnalité, pour moi, c'est la reconnaissance de notre excellence et c'est la reconnaissance qu'on fait bien notre travail et que le maquila est un objet honorifique. Il faut de la patience, de la précision et l'envie d'apprendre et d'écouter et de bien faire. C'est à la fois de l'art, mais on considère aussi que c'est surtout de l'artisanat parce qu'on a beaucoup de choses traditionnelles à respecter. Parce qu'il faut que ce qu'on fasse corresponde à ce qui a été fait ici pendant des siècles. Mais on doit rester quand même dans une tradition. C'est la famille qui respecte toujours la même façon de travailler que ses ancêtres. On arrive à se transmettre de génération en génération l'amour de l'objet et le respect des choix qu'ont fait nos ancêtres. Et de se dire, derrière nous, il y a tout cet héritage, on est obligé d'être un peu à la hauteur de ce qu'ont fait nos ancêtres et surtout de léguer à la génération suivante une entreprise en aussi bonne santé que nous on l'a eu et de garder le maquila vivant dans la culture. On a la chance de faire des maquilas qui vont régulièrement en Chine, je dirais 1 ou 2 par an, pour un chef d'entreprise qui est français et qui a une relation particulière avec le maquila, c'est-à-dire que dans sa famille, on offre des maquilas à chaque naissance. Et donc un jour, il s'est dit, tiens, ce serait sympa de mettre en place cette tradition aussi dans l'entreprise. Donc il offre des maquilas à ses collaborateurs et aussi à des clients. Donc on a régulièrement des maquilas qui partent en Chine.